On le sait bien, les États-Unis dominent largement le marché du recyclage du papier, avec environ 60% de leurs vieux papiers transformés en nouveaux produits. Une usine de recyclage du papier, là-bas, c'est un concentré de haute technologie. On y suit un processus précis, étape par étape, pour donner une seconde vie à de simples emballages, journaux ou cartons. C'est bluffant. Alors regardons de plus près comment ça se passe, pas à pas. D'après l'Agence américaine de protection de l'environnement, on collecte chaque année aux États-Unis environ 65 millions de tonnes de déchets de papier. Cela inclut le papier, le carton, les journaux, les magazines et d'autres formes de produits papetiers. En général, la planification et l'organisation de cette collecte sont assurées par plusieurs organismes et institutions. Dans bon nombre de villes et de régions, des services spécialisés gèrent la récupération et le tri des déchets, y compris le papier à recycler. Souvent, cela fait partie d'une stratégie globale de gestion des ordures, avec des tournées régulières dans les quartiers résidentiels. À côté de ça, on trouve aussi des entreprises privées qui se consacrent à la collecte et au traitement de toutes sortes de déchets, dont le papier. Elles proposent leurs services aux entreprises, aux administrations, et peuvent même installer des conteneurs de tri dans l'espace public. On trouve également des stations de tri et des centres de dépôt spécialisés qui reçoivent des classes le papier avant de l'envoyer vers les usines de recyclage. Certains collaborent avec les autorités locales ou des sociétés privées pour mieux organiser la collecte. Dans de nombreuses communautés, des associations à but non lucratif et des groupes de bénévoles se mobilisent. Ils créent des programmes de sensibilisation et animent des campagnes écologiques pour encourager le recyclage du papier. Les grandes entreprises, en particulier dans la distribution ou la production d'emballages, mettent aussi en place leur propre programme de récupération du papier et d'autres matériaux. Elles gèrent et financent souvent tout le processus. Au final, toutes ces structures travaillent la main dans la main pour assurer une gestion optimale de la collecte et de la valorisation du papier. Chaque jour, on récupère en moyenne près de 178 000 tonnes de vieux papier, ce qui équivaut, grosso modo, au poids de 33 600 camions. Dingue, non? Les services municipaux ou les entreprises de gestion des déchets organisent le ramassage dans les zones où le papier s'accumule, chez les particuliers, dans les bureaux ou dans les usines. Ça peut être un ramassage hebdomadaire ou des opérations de collecte plus ponctuelles. Parfois, des centres de dépôt font office d'étape intermédiaire. Les gens et les entreprises y apportent directement leur papier pour qu'il soit en un quoi trié, puis envoyé vers les usines. Ça se fait surtout dans les grandes sociétés, qui veulent maîtriser la qualité de leurs déchets sans dépendre d'un système de collecte standard. Une fois le papier usagé collecté, selon son type et sa quantité, on l'achemine vers des stations de tri spécialisées ou directement aux usines de recyclage. On utilise de gros camions, voire le train, si les volumes sont particulièrement importants. Tenez par exemple, la société Nine Dragons, basée à Hong Kong, l'un des plus grands producteurs de carton au monde, a investi 500 millions de dollars pour agrandir plusieurs papeteries aux États-Unis. Et oui, ça circule aussi à l'international. Au début, tout le papier récupéré arrive dans une zone dédiée, où a lieu la première phase de tri. En général, on utilise des systèmes mécaniques pour faire le gros du travail.
Dans un premier temps, de grands tamis retiennent les objets volumineux, comme le plastique ou le métal. La maille est pensée pour laisser passer le papier et le carton, et bloquer tout ce qui est trop gros. S'il y a des agrafes ou des petits morceaux métalliques, on les retire grâce à d'imposants aimants industriels. Souvent, ces aimants font la taille d'un petit placard, voire plus, et peuvent peser des centaines de kilos. Intégrés au convoyeur, ils génèrent un champ magnétique ultra puissant qui attire instantanément le métal en mouvement au milieu de la masse de papier. Ensuite, le papier passe sur un tapis roulant pour un tri plus précis, grâce à différentes technologies. Systèmes optiques dernier cri, courant d'air, convoyeurs à grande vitesse ou encore séparateurs électrostatiques. Les dispositifs de tri optique, en particulier, sont parmi les plus performants. Ils utilisent des capteurs et des caméras pour repérer chaque type de papier selon sa couleur ou sa texture. Un journal ne ressemble pas à un carton, par exemple, et ces nuances sont détectées automatiquement. Le flux de papier est alors orienté d'un convoyeur à l'autre, parfois sous des jets d'air qui écartent les matériaux plus légers, comme les journaux, des plus lourds, comme le carton. Les séparateurs électrostatiques, eux, exploitent des champs électriques pour distinguer divers types de papier et de carton selon leurs propriétés électrostatiques. On élimine ensuite ce qui n'est pas recyclable à ce stade. Dans certaines usines, surtout les plus grandes, on a encore besoin d'une équipe de tri manuel pour compléter le travail des machines, car même les meilleurs systèmes ne repèrent pas tout. Il faut aussi enlever les résidus de nourriture, qui peuvent rester sur les emballages ou les cartons. Pour ça, on recourt parfois à un lavage ou un nettoyage mécanique. Une fois que le papier est bien réparti par catégorie, on passe au broyage et au compactage. Comme il existe différents types et structures de papier, il faut tout réduire à un matériau homogène avant la suite du processus. Des machines spécifiques découpent carton, journaux et autres papiers, puis la matière est comprimée en ballots ou en bobines, afin de faciliter le stockage et le transport. Enfin, on purifie soigneusement le papier pour éliminer tout résidu susceptible de gêner la production suivante. Grâce à ces procédés de pointe, les usines américaines de recyclage atteignent un niveau de propreté et d'efficacité impressionnant. Résultat, on peut réintroduire le papier dans le circuit et fabriquer de nouveaux produits, avec un minimum de pertes. Plutôt malin, non? Imaginez une usine, grande comme 42 terrains de foot. Des robots y travaillent au millimètre près, et des bus y sont équipés de plus de 1000 capteurs, analysant 100 gigaoctets de données routières chaque jour. Ici, les itinéraires se mettent à jour toutes les 10 secondes, et la peinture ne se contente pas d'être appliquée. Elle fusionne littéralement avec le métal. C'est bien plus qu'une simple chaîne de production. C'est une véritable révolution technologique. Vous vous demandez comment on y fabrique le transport du futur? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous allez être bluffés. Cette usine, qui s'étend sur plus de 300 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'environ 42 terrains de foot, est dotée de plafonds si hauts qu'ils peuvent accueillir d'immenses lignes de production et des bras robotisés colossaux. Pour aller d'un bout à l'autre, les employés se déplacent en chariots électriques, car le trajet à pied serait interminable. C'est un véritable concentré d'innovation et d'efforts humains. Les robots gèrent les tâches répétitives au millimètre près, tandis que les humains prennent les décisions clés qui nécessitent intuition et expérience. Ici, on ne fait pas qu'assembler, on fabrique aussi la plupart des pièces essentielles. Les éléments principaux des bus, comme le châssis, la carrosserie, les panneaux ou encore certaines parties des systèmes électriques, sont produits sur place.
Pour les pièces plus complexes, telles que l'électronique ou les mécanismes spécialisés, l'usine fait appel à des fournisseurs. Mais au final, tout est assemblé et intégré directement sur site. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. D'abord, le châssis du bus passe par une phase de mise en squelette. De puissants robots soudentent la structure, avec une précision telle que l'erreur est quasiment impossible. Ensuite, on attaque la peinture. Ici, l'usine privilégie des matériaux écologiques, qui protègent le métal de la corrosion et garantissent une durabilité hors pair. La peinture n'est pas simplement appliquée, elle fusionne littéralement avec la surface grâce à un procédé spécial de polymérisation. Dans de vastes ateliers automatisés, les bus avancent lentement dans des cabines dédiées. Les techniciens, équipés de protection et assistés par des bras robotisés, pulvérisent la peinture, qui non seulement couvre la carrosserie, mais s'y associe pour former un film parfaitement lisse et ultra résistant. Le plus intéressant commence après la peinture. Les bus passent dans des chambres spécialisées, où la température et l'humidité sont contrôlées au degré près. C'est là que la peinture cuit via la polymérisation. Une réaction chimique qui rend le revêtement non seulement esthétique, mais aussi incroyablement robuste. Visuellement, on dirait que chaque bus reçoit son costume, qui l'enveloppe et le protège durablement. Et ensuite, l'intérieur. Sièges, plancher, panneaux de contrôle. Tout est installé à la main. C'est là que le toucher humain joue un rôle crucial. Rien que pour poser l'ensemble des éléments intérieurs, il faut entre 8 et 12 heures par bus, selon les spécificités. On procède ensuite au montage progressif de l'habitacle. Chaque siège est fixé manuellement, car la moindre erreur pourrait affecter le confort et la sécurité des passagers. Puis viennent les panneaux de contrôle, le câblage électrique et tous les réglages des systèmes embarqués. C'est une étape cruciale, non seulement sur le plan technique, mais aussi esthétique. Après tout, l'intérieur doit être aussi fonctionnel qu'agréable à l'œil, pour que les passagers se sentent à la fois en sécurité et à l'aise. Les bus urbains Toyota ne se contentent pas de transporter des passagers. Ils interagissent avec l'infrastructure routière en analysant le trafic en temps réel. Résultat, des itinéraires optimisés et moins d'embouteillages. Et que diriez-vous d'un système qui ajuste automatiquement la température à bord en fonction du nombre de passagers? Eh bien, c'est déjà en place ici. Ainsi, ces bus sont équipés de technologies et de capteurs de pointe, capables de comprendre la situation sur la route et d'interagir avec l'environnement. Chaque véhicule compte plus de 1000 capteurs, surveillant tout, de la vitesse à l'état de la chaussée, en passant par la météo. Et chacun peut collecter plus de 100 gigaoctets de données par jour afin de planifier son trajet au mieux. Toutes les 10 secondes, ces bus collectent des informations sur la circulation et ajustent leur itinéraire en fonction de la situation. Accidents, bouchons, changement d'horaire. Le système traite et réagit à ces données en 1 milliseconde, ce qui permet de corriger la trajectoire avant même que le problème ne survienne. Ainsi, non seulement le transport de passagers est plus efficace, mais la consommation de carburant et les émissions sont réduites grâce à l'optimisation en temps réel. On a presque l'impression d'avoir affaire à des coéquipiers intelligents, capables de s'adapter en permanence. L'usine étonne aussi par sa culture de la collaboration entre l'humain et la machine. Les robots s'occupent des tâches pénibles ou dangereuses, tandis que les équipes humaines se concentrent sur les réglages fins et le contrôle qualité.
Les machines nous rendent plus performants, mais c'est toujours nous qui décidons, confie un ingénieur expérimenté. Toyota investit des milliards non seulement dans la technologie, mais aussi dans le développement durable. L'usine fonctionne grâce à des énergies renouvelables et s'attache à réduire ses déchets au maximum. Les résidus de peinture sont recyclés et l'eau est traitée puis réutilisée. La peinture qui n'adhère pas à la surface des bus est collectée par des systèmes de filtration et des séparateurs centrifuges. Ensuite, on sépare la peinture en particules solides et en composants liquides. Les résidus solides sont compactés en blocs et réutilisés pour la fabrication de revêtements routiers ou de matériaux industriels. Les parties liquides sont purifiées et peuvent être réemployées lors de l'application de la peinture. À chaque étape de peinture, une quantité importante d'eau est utilisée pour nettoyer les surfaces et maintenir l'équipement en bon état. L'usine emploie alors un système de traitement en plusieurs étapes. Une filtration mécanique retire d'abord les grosses particules de peinture et la saleté. Un traitement chimique neutralise ensuite les composants toxiques. Une étape biologique, avec des bactéries spécialisées, décompose les résidus restants. Enfin, une filtration membranaire parachève le tout, obtenant une eau propre qui retourne dans le cycle de production, pour laver les bus et garder les cabines de peinture impeccables. Grâce à ce processus, l'usine diminue sa consommation d'eau de près de 70% par rapport à un procédé classique. Ce dispositif ne sert pas seulement à baisser les coûts, il rend la production bien plus respectueuse de l'environnement. Et vous savez quoi? C'est l'une de ces avancées qui prouve que même les géants de l'industrie peuvent penser à la planète. Des usines de cette envergure dessinent le futur de la mobilité que nous utilisons tous les jours. Moins de bouchons, un air plus pur, des trajets plus confortables. Tout commence ici, au cœur de la chaîne de production. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bus futuriste glisser sans effort dans votre ville, rappelez-vous. Son voyage a commencé ici, dans l'immense usine Toyota, où des hommes et des femmes bâtissent déjà le transport de demain.